Vous êtes de retour dans les acteurs de l'écho pour notre débat. Nous restons dans notre thématique des investissements alternatifs. Alors pour l'animer aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Charles Carlier. Charles Carlier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes tax partner de chez EY. Vous allez logiquement nous parler de la stratégie fiscale de ces investissements alternatifs. Alexandre Vitamer, bonjour. On reste avec vous dans la fiscalité puisque vous dirigez taxshelter.be et donc vous voyez passer une série d'investisseurs qui investissent notamment dans la culture. Philippe Cantor, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes Head of Department EU Motorcar chez Bonhams. Alors vous êtes le spécialiste des enchères, une vénérable institution, Bonhams, créée en 1793 déjà. Mais aussi pour ceux qui ne savent pas, Bonhams, c'est la maison d'enchères automobile de référence dans le monde. Nicolas Doisier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes galériste chez Berco Fine Paintings, la galerie d'art knockoise bien connue. Et vous allez partager avec nous votre expérience des entreprises, des particuliers qui investissent dans l'art. Alors Alexandre Vitamer, j'ai envie de vous poser une question. Où en sommes-nous aujourd'hui dans le tax shelter? Est-ce que c'est incitant fiscal à stimuler les investissements alternatifs et lesquels? Parce qu'on a l'impression que le tax shelter s'est a élargi sa portée ces dernières années. Bien, le tax shelter, donc, c'est un produit qui est réservé vraiment à toutes les personnes morales, donc aux entreprises, aux sociétés qui payent de l'impôt. Et c'est une manière, en fait, au-delà d'un investissement, c'est une manière de choisir de payer une partie de son impôt différemment en soutenant un projet à caractère belge, qui soit dans le domaine audiovisuel, dans le domaine art de la scène. Justement, quels sont les domaines? Uniquement audiovisuel, art de la scène? Oui, en fait, il existe un autre tax shelter à destination des particuliers, mais qui, lui, permet d'investir dans les startups. Oui. Donc ça, c'est un autre produit. Et celui que nous distribuons chez taxshelter.be, c'est un produit vraiment donc à destination des entreprises et qui soutient l'audiovisuel au sens large, donc aussi bien des documentaires que des séries. Ça peut être un théâtre aussi, ça peut être un opéra. Et que de l'art de la scène, effectivement, notamment l'Opéra de la Monnaie, qui est chez nous en exclusivité, et toute une série de petits théâtres un peu partout en Belgique. Charles Carlier, à quel niveau est-ce que la fiscalité intervient dans le choix de ces investissements alternatifs? Est-ce que quelqu'un qui fait ces investissements alternatifs se pose une question fiscale? Il a une stratégie fiscale éventuellement? Alors, s'agissant du tax shelter, c'est écrit dessus, si j'ose dire. Donc, c'est oui, un outil de effectivement, défiscalisation. C'est un outil de défiscalisation, pas que, mais disons qu'en tout cas, le rendement est encore grandement lié à la fiscalité des sociétés. Maintenant, si on parle d'autres domaines d'investissement alternatifs, comme les voitures, comme l'art, la fiscalité n'est souvent pas le décisionnel premier, mais par contre, il faut la garder en tête à l'achat. Pourquoi elle est fort différente? Elle est complexe, cette fiscalité de l'art, des voitures de société, des voitures anciennes, pardon? Elle doit être bien comprise, elle n'est pas complexe, les règles de base s'appliquent, mais il y a toute une série de petites particularités qu'il faut bien garder en tête à l'achat, lors de la vie du bien, et surtout à la sortie, puisque le propre de ces biens d'investissement, c'est de prendre de la valeur et éventuellement de générer une plus-value à la sortie qui peut ou pas être taxée selon les cas. On va revenir à ça en plus en détail. Alors Nicolas Doisier, depuis quand est-ce que l'art est un investissement? Avant tout, en fait, l'art est personnel et émotionnel. Donc, là, Philippe Cantor va être d'accord avec vous, c'est la même chose pour les voitures. Absolument. Quand on parle d'investissement... C'est pas pour ça qu'on vous a mis l'un à côté de l'autre, mais... Oui, Nicolas. Quand on parle d'investissement, il va d'abord investir dans ce qu'on aime. Mais on parle d'investissement dans l'art depuis la fin du XVIIe environ, avec l'apparition des premières maisons de vente publiques qui ont en fait mis un prix monétaire, qui ont affiché un prix public et monétaire sur une œuvre d'art. Après, depuis les années 60-70, il y a une évolution assez drastique où l'artiste et l'œuvre d'art en soi deviennent pratiquement une commodité financière. Et allez, on définit commodité financière, c'était... En fait, il y a 77 fonds d'investissement dans l'art qui existent dans le monde aujourd'hui, dans lequel vous êtes passible d'acheter 1% d'un Verboeckhoven ou d'un Picasso. Comme n'importe quel fonds d'investissement classique. Et vous pouvez suivre votre investissement au jour le jour. Tout ça, attention, sans voir l'œuvre. Donc vous suivez votre investissement sur un écran comme un investissement financier. Ça existe aussi dans le monde des véhicules anciens? Il y a des gens qui ont essayé de le faire, mais en fait, je pense que l'automobile, la différence, c'est que c'est un objet tangible, mais qu'il est mobile et qu'il a de l'odeur, il a du son, qu'on sait l'utiliser pour les événements, et qu'un tableau, si on peut l'avoir chez soi, c'est génial. Sinon, l'investissement dans un fonds, c'est moins intéressant. Donc l'art, très clairement, Nicolas, un investissement. Est-ce qu'au niveau de la voiture, on peut parler d'un investissement également? Oui, bien sûr, tout à fait, tout à fait. Mais les prix se sont envolés il y a quelques années. On a l'impression qu'il y a une grande volatilité par rapport, par exemple, au secteur de l'art. Le top du top sera toujours sans souci. Après, le top du top, ça veut dire que les voitures exceptionnelles, elles ne perdent pas de leur cote. C'est sur les autres le marché moyen. Du tire-tout, de la deuxième partie. Le marché moyen toujours. Et aujourd'hui, avec quand même une certaine... une vision différente sur l'automobile que ce qu'on a connu pendant 20 ou 30 ans.
Il faut trouver des autos avec lesquelles on sait participer à des événements, que ce soit statique, un concours d'élégance, un rallye ou rouler sur circuit, mais les gens peuvent pouvoir les utiliser. Alors, aujourd'hui, dans le marché de la voiture, on est plutôt dans une tendance baissière, une tendance haussière, ou bien un top, un plateau? Très stable pour tout ce qui était qualité à tous les prix, baissière pour tout ce qui était moyen, et montant pour tout ce qui est encore intéressant, malgré le Covid. On l'a vu dans nos ventes en ligne et nos ventes live, en tout cas à moitié. Il y a beaucoup d'intérêt et beaucoup de demandes. Alors, si on parle d'investissement, que ce soit dans les voitures anciennes, dans l'art, à quel moment est-ce qu'on sort? Ça veut dire que si c'est un investissement, qu'est-ce qu'on veut réaliser? Il n'y a pas de rendement nécessairement, puisqu'on l'a vu, sauf dans les fonds. Comment est-ce qu'on sort à ce moment-là? À un moment où on revend l'œuvre d'art? Il y a un marché liquide? Le marché de l'œuvre d'art en soi est moins liquide que les actions ou le marché financier, pour ainsi dire. Mais on profite aussi de son investissement au jour le jour. Comme pour une voiture. Je vais dire, et ça semble un peu banal à dire, mais l'investissement dans le bonheur est aussi important. Et le bonheur qu'on a d'avoir une belle œuvre d'art ou une belle voiture ne compare pas à un prix. Et ça, il faut aussi le mentionner quand même, parce que c'est quand même important. Alors, ça me fait sourire parce qu'on parle de la voiture, on parle de l'art, puis alors il y en a qui investissent dans le vin, mais là, c'est pas un plaisir, puisqu'on ne peut pas le boire, on le vend pour faire une plus-value. Mais on vend la bouteille à 1 000 € pour en acheter 10 à 100 €. Ok. Un mot sur ces types d'investissements dans le vin, par exemple? À titre personnel, moi j'adore descendre regarder mes vins dans ma cave, donc même sans jamais les boire. Mais vous ne les vendez jamais. Vous ne les vendez jamais, Charles Carlier. Alors, qui sont ceux qui investissent dans l'art aujourd'hui, dans les voitures? Quel est leur profil? C'est des gens qui font un investissement qu'on pourrait qualifier de complémentaire. Ils ont déjà des fonds d'investissement en actions, en obligations, en immobilier. C'est quelque chose en top off? Je pense que souvent, à un certain âge, on veut réaliser des rêves qu'on avait quand on était jeune. Et beaucoup de gens achètent les autos qu'ils ont vues dans la rue quand ils étaient plus jeunes. Et ça revient, c'est un produit nostalgie. Et ça fonctionne très, très bien avec l'automobile parce qu'on sait l'utiliser, on fait des rallyes, etc., etc. Dans l'art, le profil? Le profil type, c'est quelqu'un qui a de l'argent à dépenser. Ça, c'est certain. Mais je pense que si on aide avec justement les défiscalisations et d'autres façons de pousser la culture et le marché de l'art, n'importe qui est passible de devenir un investisseur. Ça veut dire que le ticket d'entrée, il est accessible? Tout à fait. À partir de 500 €, vous pouvez obtenir une œuvre d'art qui peut vous plaire et qui a un potentiel de croissance. Évidemment, l'œuvre d'art à 500 €... Mais à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites, Nicolas? Vous conseillez sur ce potentiel de croissance? Philippe, vous conseillez sur le potentiel d'évaluation de la valeur de la voiture? Comment vous faites? Non, moi, j'essaie d'éviter les conseils financiers. Je veux rester dans le produit, expliquer exactement... l'authenticité, la provenance, l'histoire derrière, laisser le client choisir sa préférence et après ça, le conseiller en disant, voilà, il vaut mieux prendre celle-là parce qu'elle a une carrosserie d'origine par rapport à l'autre qui a une carrosserie qui est plus récente. Par exemple, une Porsche 356 avait une carrosserie d'E-Tron. Ça, c'est évidemment tristement aujourd'hui aussi. Ouais. Le conseil, la notion de conseil sur l'évolution de la valeur. Oui, alors nous aussi, on n'insiste pas vraiment sur l'évolution de la valeur parce que aussi, on se rend compte que les gens qui viennent acheter une œuvre d'art, enfin chez nous en tout cas, ne sont pas intéressés spécialement par ça. C'est plutôt devenu quelque chose de plus commun, un argument de vente dans l'art plus contemporain où la plus-value est devenue, disons, le modus vivendi sur le marché de l'art. Mais on se rend compte aussi que les gens veulent simplement voyager. Ils aiment bien aussi juste acheter quelque chose qui leur fait plaisir. Et donc, pour nous, personnellement, l'argument de la plus-value n'est pas vraiment là. Par contre, aujourd'hui, il y a une plus grande Alexis transparence. Tanner, l'argument de la plus-value dans le tax shelter, il est prioritaire? En fait, le tax shelter offre l'avantage à l'investisseur d'avoir un rendement qui est connu et qui est garanti. Et donc, en fait... Expliquez-nous, rendement garanti dans le tax shelter, comment est-ce qu'il peut être garanti? Parce qu'il dépend du succès de la production. Il ne dépend plus du tout en fait, du succès de la production. Il dépend de la bonne fin des dépenses qui doivent avoir lieu selon le montant investi. Oui. Ça, c'est notre métier, c'est de s'assurer que les budgets que l'on octroie aux producteurs soient distribués, dépensés de la bonne façon. Et comme on est basé sur une loi qui est très très claire, le rendement, en fait, il est connu à l'avance. Il est composé d'une partie fiscale et d'une partie prime financière. Et le total est de minimum 10% net après impôt.
et peut monter, si on tient compte des économies de majoration d'impôts qui sont souvent présentes, jusqu'à 17%. Alors, qui sont les entreprises qui investissent via le tax shelter dans la production? C'est des PME, c'est des grandes entreprises? Est-ce qu'elles elles en développent une image de mécène qu'elles cultivent, elles en font la publicité, ou bien c'est un produit de défiscalisation comme un autre? Eh bien, en fait, je vais un peu rebondir sur ce que Nicolas Doisier disait tout à l'heure. Le tax shelter s'ouvre à partir de tout petits montants, donc de l'ordre de 5 000 euros, jusqu'à presque 500 000 euros donc, par entité morale. Et donc, c'est toujours des entreprises, il faut le rappeler. C'est toujours des entreprises, effectivement. C'est un produit réservé aux entreprises, aux personnes morales, quelle que soit leur forme, qui payent de l'impôt des sociétés. Et on remplace une partie de cet impôt. Donc, il n'y a pas de coût pour l'entreprise. On remplace réellement de l'impôt. Et au-delà de ça, il y a surtout un rendement qui est de loin supérieur à ce qu'on aurait en faisant, par exemple, un versement anticipé. De votre côté, c'est toujours des particuliers? Ou vous voyez des entreprises qui font ces investissements-là? Non, chez nous, c'est une grande partie particulière. Grande partie? 90%? Oui, plus. Plus encore? Nicolas Doisier? Oui, tout à fait. Chez nous aussi, la plupart sont des particuliers. Quoique certaines des plus grosses collections aujourd'hui sont détenues par des entreprises. Belfus, par exemple. Belfus ou Cartier, enfin Richemont, entre autres, sont des boîtes qui détiennent des collections d'art qui, à la base, étaient surtout pour prester vis-à-vis de leur clientèle. Je suppose, et qui après est vraiment rentré dans un but philanthropique presque de la promotion de l'art dans le monde, ce qui est absolument génial. Alors, Charles Carlier, de façon générale, est-ce qu'il vaut mieux investir donc à titre privé dans ces financements, dans ces investissements alternatifs, plutôt qu'en entreprise? Pourquoi il n'y a pas d'intérêt fiscal de le faire? Il y a un risque à la sortie? Expliquez-nous un peu la mécanique fiscale qui fait qu'on choisit ou pas de faire ces investissements alternatifs. Il y a des produits où la question ne se pose pas, le tax shelter par définition, donc c'est en société. Maintenant, si on parle des voitures, si on parle de l'art, si on parle des métaux précieux, si on parle du vin, c'est difficile de répondre de façon tranchée, ça peut dépendre du profil de l'investisseur. Maintenant, il est clair que ce qui attire forcément fiscalement au niveau de la personne physique, c'est l'exonération de la plus-value, tant qu'on reste dans le concept dit de gestion normale de patrimoine privé. Donc le véritable passionné... C'est-à-dire, j'achète une voiture 100 000 euros, je la vends 200 000 euros. Si je ne fais pas ça chaque année, ça reste de l'exceptionnel, je ne risque pas de taxation. 3 fois par an ou 4 fois par an, il y a beaucoup de critères qui interviennent pour déterminer si vous restez dans la gestion normale ou si vous êtes dans la spéculation. Il y a la répétition des actes, il y a le fait d'utiliser des montages, d'être financé pour ça, la proximité entre la vente et l'achat. D'avoir aussi une activité professionnelle autre que celle-là. Éventuellement, mais c'est quelque chose qui est vraiment déterminant, parce que si vous échappez totalement à l'exonération de la plus-value, effectivement, il vaut mieux rester en personne physique. Alors qu'en société, par définition, vous allez être taxé sur cette plus-value. Mais donc, une voiture ancienne, comme le marché le dit, Philippe Cantor explique plus de 90%, très clairement, ça n'a aucun intérêt de le faire en société. Alors, il peut y avoir des aspects successoraux éventuellement. On peut rendre plus liquide la détention. Alors, le but, c'est de garder le patrimoine, alors. Voilà, donc, mais de façon générale, en effet, ça n'est pas étonnant, cette statistique. Ça ne m'étonne pas du point de vue fiscal, bien que la fiscalité, encore une fois, n'est pas le seul décideur. Après, en société, si vous assumez le caractère professionnel et spéculatif de ce que vous faites, il y a aussi la possibilité de déduire toute une série de choses, de mettre en face d'un revenu futur déjà des déductions. Pas tout et pas n'importe comment, notamment pas en matière de voiture, parce que le problème, c'est que par définition, on ne peut pas les amortir, ce qui est peut-être un peu triste d'ailleurs, et un peu véhicule de collection, on n'amortit pas. L'entretien, le stockage, oui. Mais par contre, tous les investissements en sécurité, les coffres-forts, la sécurisation générale, les frais d'entretien, tout ce qui participe de la conservation du bien dans le but de faire une plus-value peut être déductible. Donc, et alors pour l'art plus particulièrement, comment ça se passe? Aussi, aucun intérêt pour une entreprise ou peu d'intérêt fiscal pour une entreprise? Ce qu'on constate, c'est que les entreprises se tournent vers la location d'œuvres d'art, parce que la location est déductible, puisque vous avez... C'est quoi? C'est Little Van Gogh, par exemple vous pouvez peut-être expliquer, Nicolas Doisier, ce que c'est Little Van Gogh ou ces entreprises qui louent? Je connais pas particulièrement l'exemple de Little Van Gogh, mais je connais tout à fait des entreprises qui louent des œuvres d'art. Très rapidement, expliquez-nous le business model. C'est un trend qui monte depuis les 10 dernières années, où des gens en fait veulent avoir des œuvres d'art qui changent en fait chez eux, qui ne veulent pas avoir juste un tableau. Dans le bureau du CIO, dans la salle de réunion du conseil. En société, on veut avoir souvent dans les salles de conseil des choses différentes qui
qui apparaissent. Et donc évidemment, on va essayer de trouver un moyen, plutôt que d'acheter et puis de stocker, ça commence à devenir. Donc là, on n'est pas dans la possession, on est dans la jouissance. Exactement. Et la fiscalité rémunère ça, parce que le coût de la location est déductible. Là, si vous achetez l'œuvre, il n'y a pas d'amortissement déductible possible, et donc vous gardez le bien et vous êtes taxé en plus sur la plus-value. Donc ça favorise assez ça n'a clairement aucun intérêt. Un commentaire là-dessus, Alexandre Vitamer? Écoutez, moi, en fait, par ma famille, je viens d'une famille qui Vous êtes collectionneur aussi, de l'art, et donc je suis très sensible à tout ça. Et ce qui, je pense, aujourd'hui a rendu le marché très transparent, et ce qui est parfois d'ailleurs difficile pour les cotes, c'est des sites comme Artnet. Il y a 20 ans, pour connaître la cote d'un artiste, il fallait vraiment faire des recherches. Aujourd'hui, il y a une transparence sur le marché. Vous avez quand même une idée de la valeur d'un artiste et du type d'œuvre qu'il propose. Ça veut dire quoi? Ça diminue la volatilité potentielle de ce type d'investissement? En tout cas, ça empêche peut-être certaines pratiques d'un autre temps où on pouvait un peu vendre au double du prix une œuvre à quelqu'un qui était peu informé. Je pense qu'aujourd'hui, les gens sont plus informés. Philippe Cantor, je vous sentais vouloir réagir. Je dis simplement que dans une œuvre d'art, c'est peut-être différent parce qu'elles sont quand même uniques. Que l'automobile, il y a des séries, même si c'est des petites séries, elles ne sont pas toutes pareilles. Mais les gens ont tendance à quand même se référer aux dernières ventes. Alors que parfois, ils se trompent complètement. C'est parce que le modèle et l'année sont la même, mais une a une très mauvaise histoire de course avec X accidents et l'autre a été préservée totalement. C'est incomparable. Alors comment est-ce que vous voyez l'évolution de ce marché? D'abord, on va commencer par le tax shelter. Comment évolue le tax shelter pour l'instant? Est-ce qu'on est dans un plateau? Il y a une forte croissance? Expliquez-nous, Alex Vitamer. Bien, malgré l'année Covid qu'on a connue, qui nous a évidemment tous il y a peu de films qui sont sortis. Mais on a continué la plupart du temps, à part au confinement fort du mois de mars. Sinon, tout le reste du temps, on a pu rapidement mettre en place des outils, notamment des fonds de garantie, des mesures qui ont permis de continuer les tournages, d'abord en Belgique et puis avec l'étranger. Dans l'art de la scène, c'est plus compliqué. Il y a évidemment peu de spectacles qui ont eu lieu ces derniers mois, donc là c'est un petit peu à l'arrêt. Oui, on espère que les artistes puissent recommencer rapidement. On leur souhaite, on attend avec impatience. Mais en termes de tournage, il faut bien comprendre que les cinémas sont fermés, bien évidemment, mais il y a une forte demande sur les plateformes. C'est-à-dire sur les plateformes Netflix, Disney. Et nous, on fait par exemple un film pour l'instant qu'on termine avec Danny Boone, qui va s'appeler 8 Boulevards d'Humanité, qui est un film sur le confinement, avec un pitch très amusant. Hein, donc ça va être un bon moment d'humour, et qui sortira en fait sur Netflix, donc que l'on fait en collaboration avec Netflix. Sur l'art, comment est-ce que vous voyez l'évolution dans les prochaines années, Nicolas Douaize? De toute façon, en fait, je voulais revenir sur ce qu'on en avait parlé avant. En fait, allez-y, Nicolas. Oui. La plus-value, elle est toujours, ça va toujours intéresser les gens. Et évidemment, quand on achète une œuvre d'art, on est d'autant plus content si 10 ans après l'avoir achetée, elle vaut 10 fois. Mais on est content pour le dire ou pour faire une réalisation à un moment donné? Parce que les amis collectionneurs que j'ai continuent à accumuler. Alors c'est la différence entre le collectionneur vraiment invétéré qui va être content pour lui, mais qui va peut-être vendre pour pouvoir renflouer sa collection avec d'autres œuvres d'art qu'il va acheter. En la focalisant, par exemple. En focalisant sa collection, exactement. Et puis, il y a des collectionneurs un peu moins invétérés, disons, qui sont juste très, très contents de pouvoir dire et de pouvoir justifier leur œuvre d'art par le prix, évidemment. Philippe Cantor? Toute vraie collection, de ce que j'ai toujours appris, elle commence comme ça, et puis elle remonte, et c'est que les grandes pièces qui restent. Elle s'élargit et puis on se focalise. Ceux qui ne sont pas vraiment collectionneurs, au milieu, ils sont tentés de prendre des plus-values, vendre, etc. Oui. Alors, est-ce qu'il faut défiscaliser, prendre des initiatives, comme ça existe par exemple en France? Est-ce qu'il faudrait défiscaliser les achats d'art de manière plus large pour stimuler, pour soutenir le secteur de l'art? Vous le dites très bien. La stimulation... C'est une question, hein? Absolument. Non. Est-ce qu'il faut... Mais vous parlez de stimulation et on pense au marché de l'art comme un marché hors d'atteinte souvent et très opaque. Mais c'est pas vrai. Toutes les galeries qui ont pignon sur rue sont ouvertes. Il suffit de pousser la porte et d'engager une discussion avec le... Et de compter alors sur la transparence du marché. Et alors on compte aussi sur la transparence du marché, évidemment. Et beaucoup de gens, en fait, ont peur de le faire. S'ils avaient une motivation financière à la base, donc si, ils soutiendraient plus le secteur de l'art. À mon avis, ça pousserait encore plus. Et on investit. Mais la défiscalisation augmenterait les prix aussi. Ça augmenterait peut-être un peu les prix parce que ça augmenterait aussi fortement l'intérêt chez les gens d'acheter des œuvres d'art. Il nous reste 1 minute. Charles Carlier, comment est-ce que vous voyez en tant que fiscaliste l'évolution de la fiscalité, de la parafiscalité sur l'art? Favorable, défavorable?
Il est clair que la fiscalité va rester ou la carotte ou le bâton qui va permettre de changer des comportements, de favoriser certains secteurs. Les tax shelters vont encore subsister. Ils ont des belles années encore devant eux, oui. Après, est-ce que ça concernera des secteurs comme l'art ou les voitures de collection? Il y a eu des propositions de loi. On veut s'aligner sur la France, dans le sens de permettre notamment l'amortissement fiscal des œuvres d'art dans les entreprises, qui changerait beaucoup le marché. En revanche, je n'ai pas entendu grand-chose sur les voitures. Il y a encore une vision que ce marché est un marché de luxe qui probablement doit être démenti. Et donc, ce n'est pas probablement le premier focus du législateur. Maintenant, en mode Covid, si j'ose dire, l'art ayant quand même une acquaintance directe avec ce qui touche à des métiers qui sont forts, la culture qui est fort impactée, on peut tout de même espérer qu'il y ait un terrain plus favorable maintenant pour des propositions de loi de ce genre. Donc on pourra avoir des propositions de loi post-Covid pour ressoutenir la relance du secteur de l'art. Puissant, oui. Oui, parfait. Je vous remercie pour vos interventions. Je vous rappelle on va clôturer maintenant ce débat sur les investissements alternatifs, le vin, l'art, les voitures de collection, le tax shelter aussi dans les œuvres d'art. Merci d'avoir participé à ce débat. Je vous propose de rester dans cette thématique en parlant de culture avec le CEO de la semaine, puisque nous allons accueillir Benoît Rolland, qui est le CEO de Coop. Vous allez voir une initiative de soutien, une initiative collective d'artistes, mais une réelle société. À tout de suite.